Alors les rapports entre la science et la science-fiction sont là depuis longtemps, s'élaborent depuis longtemps. Ce qu'on n'appelait pas encore la science-fiction, mais que Maurice Renard a appelé en 1909 le merveilleux scientifique, les œuvres de Jules Verne, les œuvres d'Edgar Poe, les œuvres de Herbert George Wells, qui sont une manière de proto-science-fiction, mettent déjà en scène la science et ses merveilles. Ces romans de merveilleux scientifiques, donc comme les nommait Maurice Renard, c'est des romans où la science est poussée jusqu'à la merveille et où la merveille est envisagée scientifiquement. On veut donc faire des romans, donc de l'imagination au pouvoir, en se fondant sur la science de son temps. Donc dès le début, la proto-science-fiction se déplace dans l'espace et dans le temps, dans les lieux. Jules Verne nous emmène dans le fond des mers, nous emmène sur la Lune. Herbert George Wells nous fait faire des voyages dans le temps. Donc on se déplace spatio-temporellement en mettant en scène ce déplacement avec des éléments de science qui sont déjà inspirés de sciences et de techniques présentes, sous forme de prototypes éventuellement, ou encore dans les laboratoires, peu connus du grand public, qui sont déjà présentes au moment où l'œuvre est écrite. Donc dès le début, la science-fiction met en scène la science et en envisage les conséquences. Dans le cas de Jules Verne, il n'invente pas l'électricité, il n'invente pas le sous-marin. Le sous-marin à pédale, au sens mu par la mécanique humaine, existe déjà. L'électricité existe déjà. Il fait une alliance de ces deux techniques, une machine mue par l'électricité, il la met au fond des océans pour faire découvrir un endroit inconnu du grand public et faire œuvre aussi didactique, pédagogique, pour montrer ce qui se passe ce que l'on sait, ce que la science de son temps sait du fond des océans. Et il en a une conséquence sociale très directe. Le capitaine Nemo, grâce à son sous-marin, devient impossible à arrêter et il se venge des navires anglais en les coulant à chaque fois qu'il les croise. Si vous avez un sous-marin, vous avez quelque chose qui ressemble à l'époque à une arme absolue sur les mers. Il en tire des conséquences sociales. Et ce merveilleux s'accompagne aussi de cette inclusion dans les conséquences du progrès scientifique et technique, des conséquences humaines, sociales du progrès scientifique et technique. Et c'est pareil dans tous les autres. La science-fiction s'inspire de la science, ne produit pas d'idées scientifiques, s'inspire de la science, déforme, transforme, amplifie ses progrès scientifiques et techniques pour ses besoins de merveilleux. Elle veut que ça soit extraordinaire, elle veut que ça pète le feu, comme on dit, que ça soit beau, que ça soit incroyable, que ça fasse du sense of wonder, comme on dit en anglais, au risque parfois de tellement transformer l'objet technique ou scientifique dont elle est partie pour en faire quelque chose qui est faux. Le voyage dans le temps, ça n'est pas possible. Les vaisseaux qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, ça n'est pas possible. Elle les transforme, mais elle en envisage aussi les conséquences humaines et sociales, et c'est là où elle est intéressante. Donc la science nourrit la science-fiction s'inspire de la science, mais elle fait une chose que la science ne fait pas toujours, et que nulle autre littérature ne fait, c'est cette mise en scène des conséquences scientifiques et techniques, une manière de laboratoire fictionnel, d'expérience de pensée sociale, des conséquences du progrès scientifique et technique. Le clonage, ça existe. Le clonage humain, on saurait le faire. Le clonage humain, ça se vend. Voilà le contexte dans lequel se met la science-fiction pour nous parler, par exemple, des conséquences que pourrait avoir le clonage humain comme produit commercial, accessible au plus grand nombre. Quelle serait la société dans laquelle nous vivrions à ce moment-là? Quelles en seraient les conséquences? Vous avez un objet technique comme un vaisseau interstellaire. Que deviennent les relations humaines? Comment pouvez-vous structurer la diaspora humaine dans l'univers? Un empire, une république? Mais les distances entre étoiles sont si gigantesques, et donc les temps de transport, même dans un vaisseau crédible, sont si grands que finalement les planètes, colonisées par l'humanité en expansion dans la galaxie, se coupent les unes des autres, et l'humanité finalement devient une humanité d'essaimage sans aucun contact. Voilà le genre de questions que la science-fiction peut interroger, en mettant donc en scène la science. Et ce n'est pas souvent, comme on l'imagine trop souvent, la science-fiction est une littérature d'adolescents, une littérature de la spéculation, une science fictive. Et on entend souvent en français science-fiction comme science fictive, alors qu'il faut l'entendre comme science fiction, une fiction scientifique, un roman fondé sur la science, qui ne parle pas de science. On parle parfois parce que l'ingrédient scientifique peut être important, mais ne nous parle pas de science, mais des conséquences des sciences sur les humains.